Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème de la facturation électronique. Quelle feuille de route pour votre mise en conformité, donc organisé par Eight Advisory avec la participation de la société Tessi, éditeur de solutions et immatriculé provisoire en tant que PDP, pour rappel PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Petit rappel, vous avez en haut du webinaire un, un logo Q&A pour poser vos questions à travers ce chat, bien le chat Q&A et pas le chat tout court. Donc, je vous propose de démarrer par un rapide tour de table des intervenants experts qui animeront ce webinaire et je passe immédiatement la parole à Caroline Émilie en charge de toute cette problématique au sein d'AID. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Caroline Schusser, associée chez Eight Advisory au sein de Transformation Finance et je suis porteuse de l'offre de facturation électronique. Bonjour, Vincent Sariès, Senior Manager au sein des équipes de l'IBFR chez Eight Advisory. Bonjour, Clémence Pichon, je suis manager au sein de l'équipe Technologie et Transformation. Bonjour, je suis Laurence Bouchard, avocat spécialisée en TVA et fiscalité appliquée dans les systèmes d'information. Bonjour, je suis Eric Yemeres et je suis consultant avant-vente sur Digital Invoice, PDP immatriculé provisoire pour Tessi. Alors, tout d'abord, nous allons rappeler l'objectif de la facturation électronique, qui est de lutter contre la fraude à la TVA. Donc, cet objectif a motivé certains pionniers dans la mise en place d'obligations de déclaration des flux soumis à TVA, comme l'Amérique latine avec le Mexique dès 2003, le Chili et le Brésil dès 2005, et en Europe, l'Italie dès 2019, qui a été suivi par la Serbie en 2023. Et le prochain pays en Europe sera la Belgique début 2026. Alors, pour rappel, la TVA, c'est la première recette fiscale des États, avec environ 7% du PIB dans les États membres de l'Union européenne. Laurence, est-ce que tu pourrais nous rappeler la genèse de cette réforme en France, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, en France, les premiers travaux sur la facturation électronique ont commencé en 2014 et ça s'est concrétisé avec la mise en place de la plateforme Chorus Pro en 2018 pour l'émission de factures vis-à-vis des entités publiques et pour la mise en place de la facturation électronique dans la sphère privée, le B2B domestique. Les premiers travaux ont commencé en novembre 2020. Mais il faut bien retenir que cette tendance, donc effectivement, de la mise en place de la facturation électronique est une tendance mondiale et européenne puisque très récemment, la Commission européenne a voté le projet de directive que l'on appelle VIDA, pour VAT in the Digital Age, et qui a pour objectif de mettre en place la facturation électronique, d'abord de faciliter au niveau des États membres la mise en place de cette facturation électronique au niveau domestique avec la fin des verrous juridiques qui pouvaient exister. Donc, à partir de 2025, ça sera facilité pour les États membres. Et puis, à horizon 2030, ce projet de directive prévoit la mise en place de la facturation électronique obligatoire pour les flux intracommunautaires. Donc, à partir du moment où on aura une livraison intracommunautaire, en 2030, il y aura une obligation de mise en place de la facturation électronique. Et à l'horizon 2035, ça sera une harmonisation des systèmes de facturation électronique dans l'Union européenne. Donc, vraiment une tendance très européenne et mondiale de ce mouvement de digitalisation des factures. Merci Laurence. Vincent, est-ce que tu pourrais, les interactions avec les autres pays, nous parler un peu plus précisément? Donc, en attendant l'homogénéisation de la facturation électronique au sein de l'UE, donc à l'horizon 2035, comme l'a exposé Laurence, les factures avec les autres pays européens vont continuer à être échangées au format convenu aujourd'hui avec votre client, votre fournisseur. Donc, si c'est de l'EDI, vous allez continuer comme ça. Si c'est un PDF envoyé par email, vous allez continuer. Même si c'est un courrier envoyé, un papier envoyé par courrier, vous allez continuer de cette façon-là. Et dès l'application de la réforme, on s'est déclaré dans un reporting à destination de l'administration fiscale. Cette hétérogénéité des formats, des protocoles de facturation électronique au sein des pays va donner d'autant plus d'intérêt à un acteur comme PayPal qui aidera à standardiser les échanges de factures entre les pays membres. Pour rappel, PayPal, c'est un réseau qui est déjà utilisé aujourd'hui et qui offre un cadre standardisé facilitant les échanges électroniques de documents commerciaux
entre les entreprises et les administrations publiques en Europe. Par documents commerciaux, aujourd'hui, il y a des utilisations concrètes sur les bons de commande, les bons de livraison et même déjà les factures. Alors, merci pour ces éléments de contexte. Donc maintenant, si on se concentre sur la réforme en France, qui pour rappel va s'appliquer dès septembre 2026 et pour toute taille d'entreprise, est-ce que tu pourrais nous dire, Vincent, nous expliquer un peu les types de flux concernés, les différents acteurs et les différentes obligations? Donc la réforme s'articule autour de deux obligations. Tout d'abord, il y a le e-invoicing. Donc là, il s'agit d'obligations de transmission et de réception des factures au format électronique. Et là, attention, parce que par format électronique, nous entendons un des trois formats structurés ou mixtes prévus par la réforme. Le PDF n'est pas considéré comme un format électronique, que ce soit clair. Donc cette obligation de e-invoicing va concerner l'ensemble des flux de facturation entre assujettis à la TVA en France. Basiquement, ça va être le B2B domestique, en plus du business to government domestique, qui est déjà échangé aujourd'hui au format électronique via la plateforme Chorus. Et toutes les factures sont concernées, de ce périmètre sont concernées, y compris les factures interco, puisque c'est également des factures sujettes à TVA. Deuxième obligation, le e-reporting, qui consiste en la transmission de deux types de données à l'administration fiscale. Les données des transactions réalisées avec les non-assujettis, que ce soit le B2C, donc les particuliers, les associations, et le B2B international, et les données de paiement relatives aux encaissements des prestations de services. À noter qu'il y a également une partie de e-reporting, celle sur les données de paiement, qui peut concerner le B2B domestique en cas spécifiquement de prestations de services et si le prestataire n'a pas opté pour la TVA sur les délits. Alors, nous parlons bien d'obligations, en fait, Vincent. Oui. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est si je ne suis pas en règle fin septembre, disons en septembre 2026, ben, qu'est-ce que j'encours, on va dire, comme sanction? Laurence, est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments? Oui, alors les sanctions fiscales, si on n'est pas conforme à la réforme à partir du lancement en septembre 2026, ça sera des sanctions de 15 € ou 250 € selon l'obligation concernée, avec un plafonnement par obligation de 15 000 € par an. Donc, ce qui ferait un total de 45 000 € pour les obligations e-invoicing, e-reporting, données de transaction et de paiement. Mais en fait, le risque, il est plutôt commercial. C'est un risque de non-paiement des factures si le format de la réforme n'est pas respecté et que la facture n'est pas envoyée selon les bons canaux à partir de septembre 2026. Ok, ben, très clair. Merci Vincent et Laurence. Mais j'ai une question, on va dire, additionnelle. En fait, on parle d'obligations là qui sont d'ordre très général. Mais comment vont-elles s'adapter finalement aux nombreuses spécificités de facturation que nous observons donc chez nos clients? Vincent. Alors, les spécifications techniques qui ont été communiquées par l'administration fiscale font état de cas d'usage qui sont en fait des cas particuliers de facturation qui vont nécessiter des traitements spécifiques ou des informations complémentaires à indiquer dans les flux de invoicing et de reporting. Donc à ce jour, 36 cas d'usage ont été répertoriés. D'autres viennent donc sûrement compléter cette liste, notamment dans les nouvelles spécifications attendues mi-décembre 2024. Et donc parmi ces cas d'usage, pour citer les plus courants, pour illustrer de quoi on parle, on va avoir des factures d'acompte, les avoirs et les notes de débit, des factures de sous-traitance avec paiement direct, des factures avec application d'escompte pour paiement anticipé, le retour à un factor, qu'il soit contrat confidentiel ou notifié, un paiement par un ou plusieurs tiers, que ce soit tout ce qui va être subvention, paiement par une assurance, les notes de frais, l'autofacturation ou encore les bons et cartes cadeaux. Donc, si on essaie de prendre quelques exemples pour illustrer les impacts concrets pour les entreprises, donc premièrement, les notes de frais, parce que c'est vraiment une situation qui va concerner, je pense, l'ensemble des entreprises. Donc, pour une note de frais, premièrement, si le fournisseur, que ce soit un hôtel, un restaurant, location un loueur de voiture, si ce fournisseur facture directement l'employé, qui lui se fera ensuite rembourser par sa société, alors on est dans un cas de B2C et la transaction doit alors être déclarée dans le e-reporting. Deuxième situation, si le fournisseur facture directement la société employeuse. Donc, si elle est domiciliée en France, on est dans du B2B domestique, c'est une facturation électronique avec tous les champs obligatoires qui doivent être mentionnés.
Et au passage, ça va nécessiter que l'employé dispose bien du SIREN de sa société pour la transmettre au restaurant ou à l'hôtel, par exemple. Et troisième cas, si la société employeuse est domiciliée à l'étranger, alors on est dans un cas de B2B international et on revient alors dans une situation de flux à déclarer dans le e-reporting de transaction. Après la note de frais, voyons un deuxième cas qui va concerner beaucoup d'entreprises, c'est le factor. Donc, que ce soit un contrat d'affacturage confidentiel ou notifié, les factures cédées devront faire l'objet d'une facturation électronique. Cas concret, si c'est un affacturage confidentiel, le factor ne sera pas mentionné dans le flux de facturation, forcément. En revanche, le fournisseur donnera au factor l'accès au statut des factures, leur cycle de vie, et donc ce cycle de vie pourra être mis à jour aussi bien par le factor ou par le fournisseur, notamment pour gérer le cas des règlements directs, ce qui arrive toujours assez régulièrement. Pour le facturage notifié, cette fois, donc la facture cédée au factor devra être précisée comme une facture à facturer. Et le factor, lui, sera mentionné dans le flux de facturation, donc dans le invoicing, en tant que bénéficiaire du paiement. Et c'est le factor qui mettra à jour le cycle de vie, notamment le statut encaissé, au moment du paiement de la facture. Donc en conclusion, sur ces cas particuliers, ces cas d'usage, les entreprises doivent prendre connaissance des spécifications techniques et identifier les cas d'usage qui les concernent, pour en déduire les traitements spécifiques que cela implique et éventuellement les informations additionnelles qui doivent être en mesure de récupérer et d'acheminer jusqu'à leur flux de facturation e-invoicing. Merci. Donc aujourd'hui, on sait que la réforme de la facturation électronique a connu un changement, on va dire, le 15 octobre dernier. C'est même, on va dire, même un rebondissement, si on peut l'exprimer ainsi, suite à un communiqué, on va dire, de la DGFiP. Et en fait, ce communiqué annonce en fait la révision du rôle de la PPF au profit des PDP. En fait, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la PPF n'aura plus qu'un rôle de construction de l'annuaire et sera également un concentrateur de données, mais pour transmettre effectivement les informations à l'administration fiscale. Nonobstant qu'aujourd'hui le schéma en Y perdure, Vincent, est-ce que tu peux nous éclairer et synthétiser le schéma en Y? Tout à fait. Donc, ce schéma en Y, déjà, il s'agit d'une envoi et réception des factures entre les différentes parties, donc dans notre cas, les clients, les fournisseurs et l'administration fiscale. Ces échanges se feront désormais par le seul biais des plateformes de dématérialisation partenaires ou tiers de confiance. Donc on a un acteur central autour desquels transitent tous les flux. Comme cela a été dit juste avant par Caroline Méli, le PPF perd donc son rôle de plateforme d'échange de factures. Les entreprises n'ont plus la possibilité de se connecter directement à l'annuaire, au concentrateur de données, pour déposer et récupérer leurs factures. Donc, ce recours à une PDP qui devient obligatoire pour échanger les données à communiquer. Pour rappel, les données, il s'agit des données de facture, des données de transaction, des données de paiement, mais aussi des statuts de facture selon leur cycle de vie. Par exemple, est-ce que la facture est déposée sur la PDP du fournisseur? Est-ce qu'elle a été rejetée par la PDP du client? Est-ce que la facture est prise en charge ou refusée par le client? Est-ce qu'elle est déclarée en litige? Et évidemment, en fin de cycle, est-ce qu'elle est payée par le fournisseur? Sans aller plus dans le détail du rôle de la PDP, qui sera détaillé ultérieurement dans ce webinaire, il faut bien avoir en tête que pour remplir cette fonction de contrôle de conformité de transmission des données, la PDP devra être correctement alimentée par l'exhaustivité des données requises, ce qui implique des impacts importants sur l'amont et l'aval du schéma. En complément, Laurence, est-ce que tu peux nous indiquer un élément qui n'apparaît pas sur ce schéma, qui est le délai de transmission des données? Oui, effectivement, en fait, les données de facturation seront transmises à l'administration fiscale dans les 24 heures en fait, de l'émission des factures électroniques, et les données de e-reporting seront transmises donc au PPF et ensuite à l'administration fiscale dans des délais très courts qui sont de 10 jours ou une fois par mois selon le régime TVA dont relève la société. Mais donc, en fait, ce sont des délais très courts. Et c'est pour ça qu'on parle en fait de transmission en temps quasi réel des données TVA, puisque c'est vraiment les données brutes dont on parle,
qui seront transmises à l'administration fiscale en temps quasi réel. Alors, merci Vincent et Laurence. On a parlé à plusieurs reprises depuis le début du webinaire de la PDP. Riquet, est-ce que vous pourriez nous rappeler plus précisément quel est le rôle de la PDP dans le cadre de cette réforme? Oui, bien sûr. Donc, à date, on a à peu près 72 sociétés qui sont immatriculées PDP sous réserve. Donc, le choix d'une PDP devient complexe par l'offre pléthorique associée. Donc, je vais essayer de se recentrer, qu'on se recentre sur les missions d'une PDP pour mieux comprendre comment elles peuvent s'intégrer dans votre récit, vous accompagner et vous apporter des services à valeur ajoutée. Alors concrètement, la PDP, c'est un tiers de confiance qui est reconnu et immatriculé par l'État. Sa mission, c'est de vérifier, valider et acheminer vos factures vers les bons destinataires. Plus précisément, elle est en charge de missions variées autour de l'invoicing et du reporting. On va trouver assurer la conformité légale et fiscale des factures, la ventilation de TVA, les mentions obligatoires par exemple, et la qualité des données de transaction et de paiement. Parce qu'on a vu que Vincent l'a souligné, il y a du e-reporting et il y a du cycle de vie associé à la facture. La PDP va envoyer et recevoir les factures électroniques des entreprises destinataires via un annuaire sécurisé. Ça, c'est le rôle du PPF de maintenir cet annuaire. Et il est accessible uniquement au PDP. Ça, c'est le invoicing. Après, la PDP va convertir les factures dans le format souhaité par vos applicatifs, que ce soit une GESCO, un outil de comptabilité, dans les formats acceptés par vos applicatifs. Elle va extraire les données de facturation, de transactions et de paiement pour les transmettre à l'administration, le e-reporting de transactions et le e-reporting de paiement. Elle va développer aussi l'interopérabilité entre les PDP. C'est actuellement en cours. Il y a des POC côté FNFE. Ça peut être avec le réseau PayPal ou ça peut être aussi des liens point à point en fonction. Et enfin, dernier point, mais peut-être le plus important, c'est gérer des cas d'usage. On a vu qu'il y en avait 36. Vincent en a évoqué certains. Certains sont très complexes, d'autres plus simples. Et donc, cas d'usage et données métiers, puisque entre le client et le fournisseur, il peut y avoir transmission de données métiers, un code BU, un code rayon. Enfin, il y a un certain nombre de données métiers qui ne sont pas forcément dans la facture, dans les mentions obligatoires, et qui peuvent être importantes de véhiculer pour que la facture soit routée correctement dans les applicatifs. Au-delà de ces missions, les PDP ont aussi un rôle clé dans la gestion du cycle de vie des factures, avec les statuts obligatoires, Vincent aussi en a parlé, déposer, rejeter, refuser, et les statuts dits recommandés. Donc la question à se poser sur ces statuts, c'est est-ce que je sais, par exemple, exporter des statuts vers la PDP que j'aurais choisie? Est-ce que depuis mes applicatifs? Autre question qu'on peut se poser, est-ce que je veux refuser les factures dans les outils proposés par la PDP, ou alors est-ce que je vais utiliser les workflows que j'utilise déjà actuels pour valider mes factures, workflows que j'ai déjà définis peut-être dans mes applicatifs. Enfin, les PDP sont aussi responsables de la mise à jour de l'annuaire des entreprises, à la fois vos informations de routage par rapport à vos entités, comment mes fournisseurs vont m'adresser les factures, donc je vais aller mettre à jour l'annuaire. Et dans l'autre sens, il va vous falloir récupérer les informations de routage de vos clients pour pouvoir envoyer vos factures avec un routage qui permet aux clients de l'accepter et de l'intégrer. Voilà pour la partie rôle d'une PDP. Je vais maintenant juste parler un petit peu de la plus-value d'une PDP. Qu'est-ce qu'une PDP va pouvoir apporter? Donc, on a vu que le rôle fondamental d'une PDP, c'était d'assurer la conformité des factures et des données transmises et reçues. Elle doit se conformer aux exigences réglementaires fixées par la DGFiP. Bon, on voit que le cadre réglementaire, il a tendance un petit peu à bouger ces derniers temps sur le périmètre qui est pris en charge par le PPF. Donc, il faut une PDP qui soit souple et qui puisse s'adapter. Après, toutes les PDP ne se valent pas. Il n'y a pas de jugement de valeur. Certaines proposent des services à valeur ajoutée qui vont au-delà de la conformité.
Par rapport à ça, les bonnes questions à se poser, c'est quels sont les cas d'usage que prend en charge ma PDP? Est-ce qu'elle prend tous les cas d'usage en charge? Est-ce qu'elle a une couverture internationale? Parce que j'ai du domestique, j'ai les factures franco-françaises, mais je peux aussi avoir des fournisseurs à l'international qu'il faut que j'adresse avec des normes qui ne sont pas celles de la réglementation française. La capacité aussi à prendre en compte des flux réformes et hors réforme. Est-ce que ma PDP peut m'offrir des services d'ossérisation pour des factures hors réforme ou transitoires, de l'éditique, par exemple, toujours sur de la facture internationale ou transitoire? Est-ce que ma PDP m'assure de la robustesse et de la scalabilité? Parce qu'on peut avoir des millions de factures, donc il s'agit d'avoir des PDP qui soient robustes et scalables. Et puis, dernier point qui est aussi très important, quels sont les tarifs que la PDP va pouvoir m'offrir? Chez Tessie, nous, on est convaincus que c'est dans les points que je viens de citer que réside la valeur ajoutée. Il y en a d'autres qui peuvent être aussi importants. C'est la complémentarité des services que va vous proposer la PDP que vous aurez choisie. On sait que la PDP, c'est avant tout un opérateur de dématérialisation, mais sa mission ne s'arrête pas à la conformité. Elle peut aussi vous proposer des services métiers, des services à forte valeur ajoutée. Ça permet de vous créer un écosystème global pour numériser, optimiser vos processus comptables. Donc, je terminerai juste par 3 questions clés qu'on peut se poser pour trouver la bonne PDP. C'est des questions sur la conformité. Est-ce que ma PDP m'assure la conformité? Est-ce qu'elle est immatriculée, bien évidemment? Mais au-delà de ça, est-ce qu'elle peut m'assurer une maintenance réglementaire? Parce qu'on sait que les normes bougent. VIDA s'annonce en 2030. Donc, est-ce que ma PDP saura s'adapter à cette maintenance réglementaire qui est mouvante? Est-ce qu'elle peut m'apporter des services métiers en amont et en aval de la facture, de l'automatisation du rapprochement de factures bon de commande, de l'accélération de mes paiements, de l'amélioration du recouvrement? Donc, tout ça, ce sont des services métiers qu'une bonne PDP doit pouvoir vous offrir. Enfin, je terminerai avec les services à valeur ajoutée. Au-delà des processus de facturation, quel service différenciateur peut m'offrir ma PDP? Je pense par exemple à l'enrichissement de référentiels. On voit que le référentiel est un point extrêmement important dans la numérisation des flux facturation. Est-ce qu'elle peut m'apporter des opérations de remédiation sur mes clients et sur mes fournisseurs, du KYS? Et dernier point, des campagnes de recouvrement, par exemple, personnalisées. Donc voilà, à retenir simplement, la PDP, ce n'est pas qu'un garant de la conformité, c'est une plateforme qui va devenir stratégique et qui peut, entre guillemets, révolutionner vos processus de facturation en vous offrant un accompagnement complet et des outils puissants pour optimiser votre gestion comptable et financière. Merci Ricky, en tout cas pour cet éclairage. Maintenant qu'on a bien en tête, je pense, le circuit de transmission des factures et des données et le rôle de la PDP, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on s'intéresse aux impacts de la réforme sur les 3 piliers qui sont la conformité fiscale, les processus métiers et les systèmes d'information. Et du coup, une question, je vais m'adresser à toi, Laurence. Du coup, est-ce que tu peux nous éclairer sur les obligations en termes de conformité fiscale de la facturation électronique en France? Oui, bien sûr. Ce qu'on vient de voir, donc les PDP vont être en charge d'assurer une conformité fiscale au niveau du format en fait des factures qui seront transmises, donc une conformité plutôt de forme, mais les opérateurs restent responsables du traitement TVA qui sera opéré sur la facture. Finalement, les opérateurs vont transmettre les informations à la PDP, mais qui ne vérifiera pas le traitement TVA du fond des factures. Donc, c'est un travail qu'il faut faire en amont de vérification de l'automatisation finalement du traitement TVA qui est apporté aux factures. Il faut bien s'assurer que ce traitement TVA est conforme, qu'il est à jour et qu'il faut effectivement anticiper qu'il va falloir adapter ce paramétrage TVA des outils de facturation parce qu'il y a des nouvelles mentions qui vont apparaître sur les factures et qui vont être obligatoires dès la mise en place de la réforme. Et notamment, par exemple, la nouvelle mention qui apparaît, qui est la catégorisation biens, services ou mixtes. Donc, il va falloir mentionner cet élément sur les factures. Et ça, c'est un travail qui est un travail TVA qui peut être simple, c'est-à-dire
ça peut être facile de savoir si l'opération sous-jacente est une livraison de biens ou une prestation de service. Mais si on a une prestation de service qui est l'accessoire au sens TVA d'une livraison de biens, alors elle perd sa qualité de prestation de service pour devenir une livraison de biens, et donc ça induit un changement dans le cadre de la réforme de mention à apporter. Donc il faut bien s'assurer que le paramétrage TVA des outils de facturation est à jour, tout en gardant en tête le fait que ces données de transaction, ces données de facturation vont être transmises, on l'a dit tout à l'heure, en temps quasi réel à l'administration fiscale, dont le but, in fine, est d'utiliser ces données pour pré-remplir les déclarations de TVA des entreprises. Donc, ça veut dire qu'on va changer de façon de faire sa déclaration de TVA. Il faudra être en mesure de critiquer le pré-remplissage par l'administration fiscale de la déclaration de TVA, et on sait que c'est un exercice qui est difficile à faire. Donc, les entreprises ont tout intérêt à anticiper la façon dont les opérations seront reportées ensuite dans la déclaration de TVA pour être en mesure de les critiquer. Et puis, oui. Excuse-moi, Laurence. J'avais une question, mais je te laisse dérouler. Non, mais je t'écoute. Non, parce que du coup, je réfléchissais et je me disais que du coup, si je comprends bien tes propos, c'est que donc, les sociétés vont devoir finalement être en mesure de maîtriser le risque d'incohérence entre leurs données de TVA et finalement toutes les autres déclarations ou documentations fiscales qu'elles doivent déposer, si je comprends bien tes propos. Oui, parce qu'en fait, l'administration fiscale va utiliser ces données pour la déclaration de TVA. C'est une certitude, mais à terme également, pour les besoins des contrôles fiscaux, elle aura à sa disposition l'ensemble des données brutes TVA, et ça va nécessairement induire à terme des modifications dans le cadre de la façon dont on fait les contrôles fiscaux. L'administration nous a déjà démontré sa capacité à exploiter, par exemple, les données du fichier des écritures comptables, et il y a fort à parier que ça sera également le cas avec les données TVA qui lui seront transmises. Donc, en termes de bonnes pratiques, il faut également anticiper la cohérence des données de TVA qui seront transmises avec les autres données que les entreprises transmettent à l'administration, les liasses fiscales avec une réconciliation finalement du chiffre d'affaires TVA avec le chiffre d'affaires en impôt sur les sociétés, mais également avec les documentations prix de transfert que les entreprises transmettent à l'administration fiscale. Et donc, on a tout intérêt à s'assurer que la politique de prix de transfert intragroupe est bien mise en place dans le système de facturation, puisque, je rappelle, l'administration fiscale aura accès aux détails des facturations, y compris des facturations intragroupes. Okay, donc, en tout cas, si on parle juste sur toutes les obligations fiscales qui sont liées aux factures, est-ce que finalement la réforme, elle implique finalement d'autres changements? Non, les entreprises restent également responsables des autres obligations, je dirais, habituelles, qui sont les obligations en matière d'archivage des factures. Donc, ça sera des services qui seront proposés probablement par la PDP en termes de services à valeur ajoutée, comme disait Riquier tout à l'heure. Donc, les entreprises restent vraiment responsables de l'archivage de leurs factures et également de la détention et de la mise à jour de leur piste d'audit fiable, cette documentation qui doit être tenue à disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle pour les entreprises d'une certaine taille. Et cette documentation de la piste d'audit fiable va nécessairement être modifiée et impactée par la mise en place de la réforme, qui sera pour les entreprises non seulement une obligation réglementaire, mais également la possibilité d'optimiser les processus en matière de facturation. Donc, il ne faut pas oublier dans la feuille de route de bien conserver ces aspects archivage et mise à jour de la piste d'audit fiable, cette fois-ci en aval des opérations. Merci pour ces éléments, Laurence. Maintenant, après les impacts fiscaux de la réforme, je pense qu'il est important qu'on regarde un peu les impacts sur les process. Alors, quand on dit process, c'est process métier, à la fois client et à la fois fournisseur. Vincent, est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments, s'il te plaît? Bien entendu, donc déjà dans les premiers impacts, si on s'intéresse à l'organisation des entreprises, donc certaines tâches à faible valeur ajoutée vont être supprimées avec la digitalisation et l'automatisation des transferts de données. Donc, en contrepartie, de nouvelles tâches, elles, vont apparaître
comme par exemple le contrôle et le suivi des déclarations de e-reporting, la génération ou la récupération des statuts de facture, la gestion des rejets techniques ou métiers, ou encore le monitoring des flux de transactions et de paiement. Donc en conséquence, les matrices de rôles et responsabilités vont devoir être mises à jour et refléter les nouvelles tâches à affecter par type de population. Et la prise en charge de nouvelles tâches peut également nécessiter un plan de formation. Concernant l'adressage des factures au travers de l'annuaire, c'est le deuxième impact au niveau de l'organisation, ça va nécessiter l'identification des points d'entrée des factures fournisseurs au sein de l'organisation, pour d'une part les refléter dans l'annuaire des assujettis, en usant au besoin de suffixes ou alors de sirettes et code routage, pour que les factures fournisseurs arrivent au bon destinataire. Et là-dessus, la recommandation qu'on peut avoir, c'est de rationaliser cette liste de points d'entrée pour simplifier le process de mise à jour de l'annuaire et simplifier également l'identification de la bonne adresse à utiliser pour les fournisseurs. Alors finalement, on sous-tend finalement un point qui est important, c'est la gestion des référentiels, finalement, qui est la croisée des chemins entre les process et les systèmes d'information. Clémence, est-ce que tu pourrais nous indiquer un peu plus quels sont les impacts justement sur la gestion des référentiels qui est clé finalement de cette réforme? Alors effectivement, avec cette réforme sur la facturation électronique, la qualité des référentiels tiers devient vitale. Et il est important de rappeler que la qualité de la donnée relève de l'entière responsabilité des entreprises et non de la PDP. Donc, sur le volet qualité de la donnée, il y a certains aspects qui peuvent être dès à présent anticipés. Donc, typiquement, la base article peut être enrichie avec la notion de bien, de service ou de biens et services pour répondre aux enjeux fiscaux qu'énonçait Laurence tout à l'heure sur les nouvelles mentions qui seront à apposer sur les factures. Ensuite, sur la partie base tiers, le nettoyage peut être dès à présent anticipé, avec notamment le nettoyage des doublons au sein d'une entité ou d'un groupe et l'enrichissement de la base de données clients et fournisseurs. Au-delà de ces enjeux sur la qualité de la donnée, l'enjeu, ça va être aussi de pérenniser la qualité de la donnée dans le temps. Et donc, pour ça, les processus de création des comptes clients et fournisseurs peuvent être dès à présent revus, notamment en ajoutant des champs obligatoires dans le workflow de création. Et puis, c'est toute la stratégie autour de la master data qui va être à revoir, à formaliser, notamment d'un point de vue gouvernance pour identifier les rôles et les responsabilités sur le maintien de la qualité de cette donnée, et puis également les sujets d'architecture, de la structure des flux qui peuvent être à anticiper pour faciliter dès à présent l'interopérabilité entre les systèmes. Ouais, Clémence, merci pour ces éclairages. Si on revient un bref instant sur les processus et les workflows, quels seraient les impacts du coup, Vincent? Alors déjà, on va avoir une nouvelle fonction qui va être la gestion des rejets, que ce soit les rejets techniques ou les rejets métiers, et qui va être clé pour assurer l'exécution de bout en bout des processus et s'assurer, in fine, que la facture est bien reçue et acceptée par les clients. Ce sont des nouvelles tâches auxquelles sont habituées les entreprises qui ont beaucoup de clients par portail et qui maintenant va être généralisées à l'ensemble des entreprises. Autre impact, c'est des nouvelles informations qui apparaissent, comme les statuts de facture, qui vont enrichir les processus de gestion des litiges, que ce soit litiges clients ou litiges fournisseurs. Et pour les entreprises qui disposent d'un outil de recouvrement, il faut d'ores et déjà prévoir d'acheminer ce statut de facture jusqu'à cet outil, justement pour fluidifier la résolution des workflows, les résolutions des litiges avec un workflow approprié. Enfin, on a également l'archivage électronique des documents, qui est une obligation légale, et qui va permettre de fluidifier les processus clients et fournisseurs. À noter qu'il y a également des impacts sur les processus connexes, notamment l'amélioration de la visibilité et du pilotage de la position de trésorerie et des prévisions de trésorerie. Merci Vincent et Clémence. On a échangé donc sur l'organisation, les processus et workflows, la gestion des référentiels. On a parlé également de la conformité fiscale. Maintenant, on va s'intéresser à la PDP, qui est quand même, on va dire, centrale. Du coup, Clémence, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut choisir une des PDP, ou on va dire dans un jargon plus simpliste, ça ou ces PDP? Alors, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte de la facturation électronique,
les besoins métiers auxquels répondront les outils du paysage applicatif resteront les mêmes. Et donc, la question, c'est comment positionner cette brique réglementaire en faisant évoluer les points d'entrée et les interfaces entre les outils. Donc, on peut très bien imaginer un modèle hybride où une PDP est choisie pour le flux O2C et une autre PDP est choisie pour le flux P2P, sachant que ce n'est pas du tout une obligation, ça peut aussi être tout à fait la même solution qui couvre les deux flux de facturation. Donc, c'est le besoin métier qui va guider le choix des PDP, pas l'inverse. Comme mentionné préalablement, il y a cette étape de cartographie des besoins métiers, des types de flux existants, qui va permettre d'avoir une vision 360 de l'existant et d'identifier les parties qui sont aujourd'hui couvertes et les parties qui sont non couvertes. Pour justement, en fonction de la couverture fonctionnelle de la PDP, choisir la bonne solution. C'est aussi le niveau de maturité du paysage applicatif qui va orienter le choix. Si on prend un exemple sur le flux O2C, donc un premier cas où un client a une solution de facturation qui génère des factures et qui est immatriculé PDP sous réserve. Alors, dans ce cas, intuitivement, c'est plutôt cet outil de facturation qui va être sélectionné en tant que plateforme PDP sur le flux O2C. Et maintenant, si on prend en revanche un contexte où le client est doté d'un outil de facturation qui n'est pas immatriculé PDP, on sait que les projets de changement de l'outil de facturation sont des projets qui peuvent prendre du temps. Et donc, pour être dans les temps avec l'entrée en vigueur de cette réforme, l'idée, c'est plutôt de s'orienter vers un modèle plug and play avec des solutions PDP qui permettent ce niveau de flexibilité, toujours au regard de l'existant métier. Et donc, un dernier facteur qui peut être pris en compte, c'est les modèles de facturation de l'ajout de cette nouvelle brique réglementaire, sachant que tous les éditeurs n'ont pas encore publié leur offre à ce niveau-là. Et en parlant d'éditeurs, donc on l'a dit, on a la chance d'avoir parmi nous Tessie qui fait partie de la liste des éditeurs immatriculés sous réserve par l'État. Donc Ricky, est-ce que vous pourriez aussi nous partager votre point de vue, votre retour terrain à ce stade? Oui, complètement. Je voudrais compléter vos propos, Clémence. Par rapport au choix d'orientation, choix d'une ou plusieurs PDP. Je vous donne juste un exemple concret. On a un client chez Tessie qui a opté pour Tessie pour ses flux entrants et une autre, comme vous en parliez tout à l'heure, et une autre pour ses flux sortants. Et l'idée, c'est que chaque PDP joue un rôle de secours en cas de défaillance de l'autre. Il a quelques millions de factures et il ne peut pas se permettre de couper ses flux factures sortant, par exemple, plus d'une heure pour des problématiques de trésorerie. Donc, cette configuration, elle vise à sécuriser ses encaissements et ses délais de traitement de factures. Si une PDP devient disponible, l'autre prend en charge l'ensemble des flux. Donc, il a fallu qu'il trouve deux PDP qui étaient capables de s'engager sur ce type de configuration. Et ça inclut, bien sûr, des tests réguliers de reprise des flux pour que l'une puisse prendre le rôle de l'autre. On peut aussi avoir quelques autres critères importants à considérer. Une roadmap claire en matière de conformité, tant pour la France que pour l'international. On l'a vu, ça bouge beaucoup. Et la possibilité d'avoir une maintenance réglementaire qui couvre justement ces évolutions de conformité sans que ce soit des surcoûts à chaque fois. Et de la même façon, une roadmap fonctionnelle ambitieuse qui permette de couvrir les processus en amont et en aval de la facture, comme le rapprochement ou le recouvrement. En conclusion, je voudrais dire qu'il est essentiel de choisir un partenaire PDP qui est capable de vous accompagner sur le long terme en offrant un support de qualité, une évolutivité démontrée et une vision ambitieuse sur le marché de la facture. Merci, et dernière chose, beaucoup d'entreprises, c'est une contrainte, cette conformité, mais on peut aussi le voir comme l'occasion de numériser, de moderniser les processus de facturation. Donc, voilà, il faut profiter et choisir une PDP qui convient bien à son écosystème de facturation.
Merci pour la transition, Ricky. C'est ce que je voulais juste dire, parce qu'en fait, finalement, tout l'enjeu, finalement, c'est d'anticiper quelque part et d'assurer la mise en conformité dans les délais de la réforme. Et du coup, si on regarde les aspects de la feuille de route, en fait, quelles seraient finalement les actions à inscrire dans cette feuille de route d'un point de vue à la fois conformité fiscale, d'un point de vue process et workflow, d'un point de vue, on va dire, outils. Du coup, Laurence, d'un point de vue conformité fiscale, quels sont les grands jalons à retenir ou à avoir dans sa feuille de route pour une correcte mise en place de la réforme d'un point de vue fiscal? Eh bien, il faut utiliser le temps qui est donné par le report de la réforme pour savoir faire une cartographie en fait de ces flux pour savoir quels seront les canaux pardon utilisés e-invoicing et reporting selon la catégorie de flux. Et puis, il faut également définir quel est le calendrier de mise en place de la réforme pour chacun, puisque donc il y a une obligation d'être en mesure de réceptionner des factures électroniques pour tous à partir du 1er septembre 2026 et une obligation d'émission des factures électroniques échelonnée entre 2026 et 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027 selon la taille des entreprises. Donc, il faut vraiment utiliser ce temps en amont pour faire le travail TVA de traitement et de mise en place et d'adaptation du paramétrage TVA des outils de facturation. Et si on regarde sur la partie flux, du coup, process et workflow. Une autre action à anticiper, c'est effectivement de procéder d'ores et déjà à un diagnostic de bout en bout des flux impactés par la réforme. Donc, ce diagnostic, il doit couvrir à minima les éléments suivants: cartographie des paramétrages TVA appliqués aux différents flux, système d'information dans lesquels vont transiter les flux et les données de facturation, en identifiant à chaque fois quelles sont les étapes de création, validation, modification et transmission de ces informations de facturation d'un système d'information à un autre, et si cette étape est manuelle, automatique ou semi-automatique. Et enfin, l'identification des cas d'usage concernant l'entreprise. Quelle société émet des acomptes, des notes de frais, avec des factures qui peuvent être payées par un tiers ou à un tiers, par exemple. Ça, on en a déjà parlé un peu en amont dans ce binard. Donc, ce diagnostic, c'est un objectif, ça va être de s'assurer que l'entreprise sera en mesure d'alimenter sa PDP pour les cas de flux de données, factures, transactions, paiements et statut des factures. C'est ce chantier clé qui reste à la charge des entreprises et qui nécessite un gros effort de mise en conformité. Ça nécessite de disposer de l'ensemble des mentions obligatoires pour toutes les factures et les transactions. Ça nécessite d'identifier les flux correspondant au cas d'usage et de savoir quelles informations complémentaires on doit y apporter. Ça nécessite d'être en mesure de lettrer précisément et rapidement ces factures clients afin de transmettre les données de paiement, qui sont les données d'encaissement relatives aux prestations de services à la même fréquence que son e-reporting, donc potentiellement tous les 10 jours. Ça nécessite de distinguer les achats de biens intracommunautaires, les achats de prestations de services à l'international, au sein du UE ou hors UE, pour les déclarer dans son e-reporting. Et enfin, ça nécessite de savoir générer les statuts du cycle de vie, en tout cas minima les 4 statuts obligatoires. Également, une action qui peut être initiée et qui on vous encourage fortement à initier dès maintenant. Donc, c'est préparer ces bastières pour faciliter le lien avec l'annuaire officiel. Donc, on n'insistera jamais assez sur ce point au vu de l'état des bastières que l'on constate lors de nos missions chez nos clients. Mais pour démarrer ce chantier, on peut basiquement le découper en 3 étapes. Diagnostiquer la qualité du référentiel actuel, les doublons, les sirènes manquants, les numéros de TVA intracommunautaires à jour, la disponibilité de champs libres pour ajouter les nouvelles mentions obligatoires. On va également revoir les workflows de création, modification, suppression de tiers, ainsi que la gouvernance des données pour sécuriser cette qualité de données. Et on va procéder au nettoyage ou à l'enrichissement des données. Et d'un point de vue outils informatiques, Clémence? Donc, au niveau des systèmes d'information, idem, l'analyse de l'existant pour définir le modèle cible que mentionnait Vincent s'applique aussi au système d'information. Idem à la croisée des chemins entre les sujets technologiques et processus. On l'a martelé au cours de ce webinaire, le nettoyage et l'enrichissement des données clients et fournisseurs, sachant qu'on peut préciser que certains éditeurs proposent des solutions d'automatisation de ce nettoyage et de cet enrichissement qui peuvent permettre de gagner du temps.
Toujours sur le volet technologique, il y a aussi les sujets de montée de version qui peuvent être anticipés, puisque certains éditeurs, notamment des ERP, ne proposeront la gestion de la facturation électronique que dans une certaine version de leur logiciel. Et on sait que les montées de version sont des sujets qui peuvent prendre du temps, surtout dans des contextes avec des spécifiques notamment. Donc, ces sujets doivent être dès à présent mis à la feuille de route en tant que projet IT. Et puis, les tests des tables et des codes transactionnels dans les flux existants doivent permettre de se conforter dans sa maîtrise des workflows et faciliter l'ajout de cette brique réglementaire. Donc, en conclusion, sur ce volet système d'information, en fait, il s'agit de bien intégrer ces projets dans sa feuille de route IT 2025 pour être dans les temps vis-à-vis de l'entrée en vigueur de la réforme et de bien associer les budgets qui vont avec dans le cadre de l'exercice budgétaire que vous êtes certainement en train de finaliser. Merci Clémence, Vincent, Laurence, Riquier. Je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Alors, on espère qu'on aura permis peut-être de vous éclairer sur cette réforme qui ne cesse effectivement de bouger, où il y a encore des choses sur les schématrons, les swaggers qui ne sont pas forcément toujours clarifiés. Donc aujourd'hui, on vous laisse maintenant la place à des questions-réponses. On sera ravis d'y répondre. Et bien évidemment, après ce webinaire, on restera disponible pour répondre à toute question. Merci Caroline et Émilie. Donc merci à toutes et tous pour tout ce qui a été décrit, extrêmement intéressant, qu'on souhaite le plus complet possible. Donc il y a quelques questions qui ont émané au cours de la présentation. On ne pourra peut-être pas répondre à tout compte tenu du timing pour respecter les agendas de chacun. Par contre, rapidement, le webinaire sera disponible en replay et la présentation également disponible pour les participants qui se sont inscrits à ce webinaire et on les remercie une nouvelle fois. Si on passe aux questions maintenant, il y a une adresse mail qui a été mise sur l'invitation du webinaire pour que vous pouviez également poursuivre et poser des questions complémentaires à l'issue. On va peut-être prendre déjà deux questions. Une première question qui est assez effectivement technique et technologique parce qu'en fait il y a deux questions qui se complètent dans le même domaine. C'est est-ce que on a déjà un peu une visibilité sur les impacts sur les systèmes d'information par rapport aux ERP, les modules qu'il faut potentiellement devoir ajouter ou pas. Et le deuxième sujet, c'est par rapport au PDP, les acteurs PDP. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une tendance sur plutôt tel ou tel PDP en fonction de l'environnement des systèmes d'information que chaque client peut avoir chez lui. Donc, je ne sais pas, peut-être Clémence et Riquier, si vous voulez faire un petit commentaire sur ce sujet. Je vous laisse démarrer, Riquier. Alors, oui, il est clair qu'en fonction de la complexité de vos systèmes d'information, il va falloir bien examiner les différentes offres des PDP pour trouver celle qui vous convient mieux. Après, sur la partie, est-ce que si j'ai déjà fait, j'ai déjà des flux numérisés de facturation, est-ce que la marge sera moins haute à monter que si je n'ai que des flux papier de facturation? Probablement. Maintenant, à ne pas sous-estimer le fait que il y a des données, comme on l'a dit, rabâchées, il y a des données obligatoires qui ne sont pas aujourd'hui dans les flux de facturation, qu'il faut bien identifier et voir comment vous allez pouvoir les alimenter ou les recevoir dans vos systèmes d'information. Donc oui, en fonction de votre système d'information, de la complexité de votre système d'information, toutes les PDP ne répondront pas aux enjeux de la réforme. Et on l'a dit peut-être en complément, donc c'est bien le besoin métier qui doit orienter le choix d'une solution PDP. Il y a 72 solutions qui sont aujourd'hui immatriculées sous réserve par l'État. Donc, vous avez peut-être déjà au sein de votre paysage applicatif des solutions qui sont dans cette liste-là. Donc, de discuter aussi avec les éditeurs sur leur feuille de route de mise en conformité pour bien comprendre quelles sont les versions, quels sont les modules qui vont permettre d'ajouter cette brique réglementaire.
puisque les modèles sont aussi différents d'un éditeur à l'autre. En fait, c'est choisir finalement ça ou CPDP en fonction de l'organisation et des processus et workflows. En fait, ce qui est vraiment important dans le cadre du choix de l'outil, c'est surtout bien comprendre et d'avoir bien redéfini son process, on va dire, client et fournisseur. C'est extrêmement clé et de bien revoir les rôles et responsabilités de chacun au travers de l'organisation. Parce qu'à la fin, la résultante, la PDP, ça va être le réceptacle finalement des flux qui seront logiquement dans votre outil de facturation, toutes choses égales par ailleurs. Après, l'objectif là de la réforme, c'est d'être en conformité sans avoir finalement un processus complètement digitalisé qui peut être après un deuxième pan après. Mais l'objectif est vraiment déjà de bien cartographier son environnement en commençant déjà par, on va dire, l'organigramme juridique et les entités légales, puisqu'on n'est pas sur une notion au niveau de cette réforme, on est vraiment sur chacune des entités légales qui doit correspondre à des critères, on va dire, de chiffre d'affaires, de bilan et d'effectifs. Merci beaucoup. En tout état de cause, ce qu'on sait, c'est que potentiellement, et on le voit déjà un petit peu chez certains clients, ça peut remettre en question un existant et des modules insuffisants. On a souvent tendance à confondre EDI et facturation électronique, donc je pense qu'on l'a un petit peu évoqué, mais c'est quand même deux aspects pas totalement différents, mais il ne faut pas croire que le premier répond aux besoins du second. Peut-être prendre une deuxième question et on vous propose de répondre aux autres questions directement par mail. Il y a une question sur les mentions, les 4 nouvelles mentions, et sur le fait que est-ce qu'elles sont obligatoires dès septembre 2026 ou pas par rapport au calendrier. Il y a un flou apparemment. Oui, elles sont, on va dire, obligatoires. Voilà, il faut travailler d'ores et déjà sur ces mentions si vous ne les avez déjà pas. Alors, quand on parle des mentions, c'est facile. Il faut s'assurer qu'effectivement, on ait les champs dans les ERP dédiés. Parce qu'on peut se retrouver avec des systèmes aujourd'hui avec des champs, on va dire, limités, ou en tout cas imposés standards, et que pour tout nouveau champ additionnel d'un ERP, il y a un coût. Donc, non, ces mentions, certaines doivent déjà figurer, on présume, mais oui, elles sont obligatoires, en tout cas, au 1er septembre. En fait, pour parler vrai, au 1er septembre, en fait, ça sera le seul moyen, finalement, de facturer. Donc, ça veut dire, quand on dit facturer, ça veut dire également encaisser. Donc, au 1er septembre 2026, il faudra être conforme pour les entreprises détail concernées. Même ce que disait Laurent, c'est toutes les sociétés devraient être en capacité, en tout cas, de recevoir les factures sous le format dit électronique. Nonobstant qu'il y aura effectivement un laps de temps de 3 mois, donc jusqu'au 31 décembre 2026 par l'État, pour, on va dire, une mise en conformité. Mais effectivement, il est vivement conseillé de regarder déjà cette réforme en amont, puisque ça touche vraiment toute une organisation et sa manière, on va dire, de travailler. Merci Caroline et Ménie, merci à tous. Il y a une question qui est très focalisée sur un secteur donné. Je propose de transmettre la réponse à l'issue pour qu'on vérifie effectivement ce sujet. Donc voilà, je vous propose de clôturer le webinaire. Un immense merci aux animateurs, aux experts et à toutes les personnes inscrites, en espérant qu'on vous a apporté de bons éclairages sur un sujet qu'il faut absolument anticiper et gérer avec les bonnes pratiques, ce qu'on a essayé de vous montrer à travers ce webinaire. Excellente journée, merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.